Madame, Monsieur, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est la plateforme d'échange des hommes et femmes des médias qui compte. Pour vous, il décrypte les faits majeurs de la semaine avec en prime l'éclairage d'un expert de haut vol. Au menu de ce 448e numéro, quand la crise dite anglophone vire clairement en revendications séparatistes accompagnées d'actes terroristes, 4 gendarmes passent l'arme à gauche. Ces éléments de force de défense et de sécurité ont été assassinés en l'espace de quelques jours cette semaine dans le nord-ouest et le sud-ouest par la branche radicale des sécessionnistes, si l'on en croit le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari, qui s'est exprimé sur le sujet vendredi dernier ici à Yaoundé. Une épreuve de plus, une preuve par 9 que l'évolution du Cameroun sous la conduite de Paul Biya a été tout sauf un long fleuve tranquille ces 35 dernières années. Tensions sociales générées par des années de crise économique, atteinte à l'intégrité territoriale et aux institutions de la République, des menaces exogènes et endogènes auxquelles l'homme du 6 novembre a fait face avec détermination pour consolider la paix, l'unité et l'intégration nationale. Ce soir, Scène de Presse revisite les grandes épreuves du renouveau et scrute l'avenir. Également au menu de votre édition ce soir, vos rubriques habituelles. Martine Noël tire les premières leçons de la célébration de l'an 35 du renouveau et puis en focus, le ministre de la Communication. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir. Christelle Avom est notre guide. Et si nous égrenions le chapelet de 35 ans d'épreuve du président Paul Biya avec ce membre du comité central du RDPC? Christophe Mienzok est le directeur du Palais des Congrès. Journaliste diplômé de l'ESTI, il a baladé sa plume à Cameroun Tribune et au journal L'Action où il a été directeur des rédactions. En 1982, c'est dans sa chambre de lycéen en Balmayo qu'il apprend la nouvelle du changement de régime. Le directeur des rédactions au groupe L'Anecdote est diplômé du Centre de formation de journalisme de Paris. En 1982, Xavier Messé quitte RFI et retourne au Cameroun où il est gérant des éditions Gap. La nouvelle, il la reçoit le soir du 6 novembre 1982 alors qu'il joue au damier à l'Auberge de la Liberté à Bali avec ses amis Proter Ayoma, Romuald Befoumé, Grégoire Ouna et Jane Sonobiono. Le professeur Eric Mathias Ounangini n'est qu'un jeune collégien en classe de 4e au collège bilingue de Yaoundé en 1982. Mais déjà le mouvement politique le passionne. Ce politiste polyvalent, qui s'illustre par ses prises de position critiques envers le régime en place, est le coordinateur scientifique de la fondation Paul Ango Ela de géopolitique en Afrique centrale. Il est aussi le secrétaire permanent du Centre d'études et de recherche en droit politique et économie du sport à l'Université de Yaoundé 2. Jackson Samuel Ndjike est journaliste diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille. Ancien reporter pour la CRTV, RFI et TV5, Jackson Ndjike est aussi consultant à l'Organisation internationale de la francophonie. Il a travaillé à l'émergence du secteur de l'audiovisuel en Afrique et en Asie. Ancien directeur de CanalSat en Afrique, l'auteur de Civilisation progressive de la francophonie avait 8 ans en 1982. Merci Christelle. Nos invités sont tous là et place nette à la première une de cette édition de Scène de Presse. Jackson Ndjike, bonsoir. Bonsoir. Alors 1, 2, 3, 4 gendarmes tués dans les régions anglophones en l'espace de quelques jours cette semaine, 3 dans la région du nord-ouest et 1 dans la région du sud-ouest. Pour vous, c'est inacceptable et ça appelle une mobilisation de tous les Camerounais. Oui, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on en arrive à tuer des forces de défense et de sécurité, c'est qu'on rentre quasiment dans un état de guerre. Et c'est quelque chose qu'aucun Camerounais ne peut accepter. Donc il est important, autant que les Camerounais l'ont fait lors de la menace Boko Haram, que toutes les forces vives du pays
s'élève contre ce qui se passe. Parce que c'est une dérive nouvelle, c'est une étape nouvelle qui est franchie. Là, on ne va pas demander uniquement aux autorités de réagir. Je pense qu'il faut un niveau de réaction qui soit au moins égal à celui qu'on a eu face à Boko Haram. C'est une mobilisation vraiment des populations, des acteurs de la société pour dire stop à ce phénomène. S'il y a des revendications politiques, qu'elles restent des revendications civiles. Et quand on en arrive à tuer des forces de défense et de sécurité... Avec des armes lourdes. Avec des armes lourdes, c'est très grave. Christophe Mienzok, bonsoir. Bonsoir. Alors vous croyez que les mesures prises par le gouvernement pour répondre aux revendications qui avaient été émises, des revendications corporatistes, que ces revendications ont ces mesures ont quelque peu désarmé les partisans de la sécession qui aujourd'hui n'ont pas d'autre choix entre guillemets que de recourir aux armes? Oui, disons qu'on pouvait avoir la faiblesse et la naïveté de croire que toutes les concessions faites par les pouvoirs publics auraient pu apporter un apaisement, auraient pu conduire à beaucoup plus de tranquillité, de sagesse. Mais on se rend compte que après les événements du 1er octobre, du 22 septembre, du 1er octobre, on est en train d'aller vers une escalade. Je crois que c'est un peu l'énergie du désespoir qui anime certains groupuscules, parce qu'il ne faut pas non plus généraliser. On sent très bien que tous ceux qui se présentent comme étant les tenants de la thèse sécessionniste sont traversés par des courants, différents courants, centrifuges. Peut-être qu'il y a des modérés, des radicaux, et les radicaux sont donc en train de poser les actes que nous voyons, et ces actes-là sont inadmissibles. Il n'y a pas d'autre mot qu'on peut utiliser pour condamner avec la dernière énergie ce qui se passe, parce que lorsque on s'attaque à l'autorité, lorsqu'on s'attaque à ceux qui sont justement là pour défendre les populations, je crois que les pouvoirs publics doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que force revienne à la loi et à l'état de droit. Parce que ce qui se passe là en ce moment en fait montre clairement que les partisans ou les auteurs de ces actes-là n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus d'arguments. On les avait vus venir, puisque lorsque vous utilisez la terreur pour empêcher les enfants d'aller à l'école, lorsque on a déshabillé des élèves qui allaient à l'école, incendier des écoles, on voit très bien que ce n'est que la suite logique de ces actes de terreur-là, et jusqu'à ôter la vie à des gendarmes qui sont là pour faire régner la loi, pour protéger les populations. C'est inadmissible. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que celui-là. Inadmissible. Xavier Messé, bonsoir. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas du tout surpris par cette escalade. Vous dites qu'il fallait s'y attendre. Mais bien sûr, je ne suis pas surpris. Christophe Mienzok le disait. Je ne suis pas surpris parce que, vous savez, ça fait à peu près 12 ans que nous avons eu un certain nombre de messages que le CNC propageait, essayait de diffuser à travers les médias, à travers les personnes interposées, qu'on diffusait parce qu'ils réclamaient la sécession. Au moins 12 ans. Je pense que pour les actions politiques, pour les actions de sécurité, lorsque vous avez ce genre de messages, il faut toujours les prendre au sérieux. Toujours les prendre au sérieux. Il ne faut rien négliger. On peut penser que c'est un groupuscule, bon, peut-être qu'on peut négliger, on ne peut pas lui accorder une importance, mais on ne sait jamais. Toute action de cette nature qui sort des normes constitutionnelles, qui sort des normes républicaines, il faut regarder ça et puis poursuivre, poser, les suivre jusqu'au dernier retranchement. Mais aujourd'hui,
ces gens-là qui n'ont jamais arrêté de réclamer, ils sont passés des tracts, des messages clandestins aux actes insurrectionnels. Et moi, je voudrais à la fois, autant j'ai suivi ces actes qu'ils posaient il y a 12 ans, autant de l'autre côté, c'est-à-dire du côté gouvernemental, la réaction n'a pas été suffisante. On a négligé, ou alors on n'a pas pris au sérieux. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est-à-dire cette escalade, il y a encore 2 ans seulement, on parlait d'un certain nombre de revendications, des écoles, les journées mortes, et ainsi de suite. Mais après, on est passé immédiatement aux actes. Des écoles qu'on brûle, des voitures qu'on brûle, des personnes qu'on tue. Mais aujourd'hui, on est arrivé à des actes purement, comment dire, terroristes, c'est-à-dire des actes de guerre. Et puis je pense que lorsque nous avons dans un pays tout un palier de personnes expérimentées qui peuvent agir, chaque personne dans son compartiment, lorsque ce genre de choses se posent, il ne faut rien négliger. Et aujourd'hui, nous qui sommes dans la société civile, on observe ce qui se passe. Nous émettons des avis. Nous attirons l'attention des autorités. Est-ce que nous avons, quand nous avons en retour un silence cadavérique, et nous nous retrouvons face à des actes comme ça, où ce qui représente l'autorité... Mais oui, il y a toujours eu un silence. Ou alors des actes posés dans les bureaux. Mais pour moi, les actes posés qui doivent avoir une répercussion publique. C'est ça qui compte. Ce n'est pas des vœux pieux, ce n'est pas une manière de balayer d'un revers de la main, parce que, en fait, dans un pays, même si vous trouvez un acte le plus anodin dans la rue, il faut prendre au sérieux. Et si on ne le fait pas, tôt ou tard, on se retrouvera face à une des situations qui peuvent avoir des répercussions démesurées. Et ça me peine de savoir qu'il y a encore 3 semaines, 4 semaines, un mois, on avait des écoles qu'on brûlait, mais aujourd'hui, on en est à s'attaquer à la force publique. Et c'est très grave. C'est entendu. Professeur Mathias Eric Onangini, bonsoir. Alors, depuis l'entame de cette crise, vous avez toujours soutenu qu'il s'agissait d'une insurrection à visée armée. Si c'était un acte de résistance, vous pourrez vous réjouir aujourd'hui d'avoir toujours eu raison. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais vous avez eu raison dès le début. Non, moi je ne me réjouis pas. Il n'y a pas de changement du statut de cette mobilisation. Dès le départ, il s'agit d'une dynamique insurrectionnelle qui utilise la méthode de changement d'étape. Mais dès le départ, le projet, il est d'arriver à une confrontation avec la République du Cameroun et, si possible, une confrontation armée devant créer les conditions d'une internationalisation de la question et ouvrir pour les autonomistes, notamment la branche séparatiste, la voie de l'indépendance. Donc ils sont tout à fait cohérents avec leur logique et quelles que soient les mesures qui seront prises, tant que ces mesures ne vont pas dans le sens qu'ils recherchent, ils vont continuer, sauf si la puissance de l'État s'oppose à eux. De quelle manière? Mais la puissance de l'État, en l'occurrence, elle s'oppose par le mécanisme ordinaire de la souveraineté, qui est la force publique. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir, avec ceux qui reconnaissent l'unité et la souveraineté du Cameroun, ce qu'on a appelé de manière commode un dialogue. Mais il n'y a pas de dialogue possible avec ceux qui ne reconnaissent pas le Cameroun. Ce n'est pas possible pour des autorités camerounaises de discuter du Cameroun avec des gens qui disent qu'ils ne sont pas camerounais. Pour discuter sur le Cameroun, quelles que soient les divergences qu'on peut avoir, il faut d'abord accepter l'unité et la souveraineté du Cameroun. Je disais donc que je ne suis pas du tout surpris. C'est quelque chose qui est logique. Les mesures de décrispation qui ont été tentées à un moment de la crise par le gouvernement ne pouvaient être interprétées que comme un signal de faiblesse pour ceux-là. Ils ont pensé qu'il faudrait
aller plus loin. Alors vous pensez que le fait que le pouvoir en place ait résolu ou apporté des réponses aux revendications corporatistes qui avaient été exprimées, c'était à tort? Non, le problème c'est que les revendications corporatistes dès le départ ne sont qu'un prétexte. Voilà pourquoi elles ont évolué en nombre. Voilà pourquoi, en dépit des réponses que le gouvernement a essayé d'apporter, souvent à son corps défendant, parce qu'il n'était pas nécessairement d'accord avec les pressions qui étaient exercées, ça a continué, parce qu'en réalité, ce n'est qu'un prétexte. La preuve, une fois donc que des réponses sont apportées au niveau micro-politique, c'est-à-dire au niveau sectoriel, on dit non, ce qui nous intéresse, c'est de discuter sur la forme de l'État. Or, le gouvernement et le chef central du système, le président de la République, disent pas de négociation sur la forme de l'État. Et toute la logique, c'est de conduire à une négociation sur la forme de l'État. Il y en a même qui ont la naïveté dans ces mouvements de penser qu'ils peuvent négocier une séparation du Cameroun. C'est-à-dire faire sécession avec la bénédiction des représentants de la République du Cameroun, ce qui n'est évidemment pas possible. Par définition, la sécession est une déclaration de guerre, même lorsqu'elle est simplement faite de manière verbale. Parce que vous mettez en question l'unité souveraine d'un État. On a vu d'autres cas, je finis là-dessus, le Royaume d'Espagne. Le Royaume d'Espagne, la Catalogne. Dans le cas du Royaume d'Espagne, vous avez vu la réaction aussi bien de l'autorité gouvernante, c'est-à-dire le Premier ministre Rajoy, que du roi, la réaction qui a été faite, parce que faire sécession, c'est déclarer la guerre à la souveraineté d'un État et à l'emprise qu'il exerce sur une partie de son territoire qu'on revendique comme la base de notre État. Alors Jackson dit qu'alors que l'armée compte ses morts, elle le fait déjà dans la région de l'extrême nord. Maintenant, elle est appelée à le faire malheureusement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On s'interroge quand même sur le silence, j'ai envie de dire, assourdissant des ONG, des autres think tanks qu'on a entendu ces dernières semaines, qui disaient que l'armée en faisait un peu trop. Oui, et là-dessus, je vais quand même, je ne serai pas totalement d'accord avec le professeur Mathias Seriko-Guini, parce que je pense que si ces gens installent les conditions d'une internationalisation de ce conflit, il va de soi que le Cameroun n'est pas l'Espagne. Il faut savoir qu'en Espagne, quand même, il y a l'accompagnement, que ce soit l'Union européenne et tout ça, c'est un accompagnement quand même qui tend à conforter l'unité de l'Espagne. Mais on n'a pas forcément le même réflexe vis-à-vis du Cameroun. Donc aujourd'hui, je pense que, et là on peut le voir très clairement, c'est-à-dire on a aujourd'hui des ONG, on a un système international qui est relativement instrumentalisé, c'est-à-dire tel qu'on perçoit le phénomène se développer, on sent quand même qu'il y a une instrumentalisation de ce phénomène. C'est-à-dire vous avez, que ce soit à l'ONU, que ce soit dans un certain nombre d'instances, vous sentez qu'il y a quand même une oreille, c'est des gens qui considèrent qu'on peut discuter de cette question. Et quand il y a ces bases-là, moi je pense qu'on doit quand même faire relativement attention ici à bien gérer, à gérer ce problème différemment des autres contextes. C'est pourquoi moi je pense que aujourd'hui il faut trouver des moyens, parce que je sais que ces gens qui en viennent aux armes sont extrêmement minoritaires. Les Camerounais au plus profond d'eux-mêmes veulent que le Cameroun reste un, indivisible, uni, et il faut discuter avec ces gens-là pour qu'on rétablisse. Avec quels gens? Il faut discuter avec. Aujourd'hui, vous savez, on a vu dans la plupart des phénomènes, vous avez comme... il faut discuter avec les sécessionnistes? Non. Il y a différents courants. Si vous avez vu dans le cas de la Casamance, vous aviez un seul chef là-bas, à l'époque, qui était Diamacoune Senghor, mais il y avait la branche armée, la branche ici, tout ça. C'est des courants qui existent. On sait bien, on voit aujourd'hui ce qui se passe avec Maître Akbor Bala, qui est désavoué déjà par une partie des séances. Ça veut dire qu'il y a... consortium. Voilà, il y a des courants en interne. Il faut que, et je pense que le courant extrêmement majoritaire est celui qui veut que le Cameroun reste un et indivisible. Il faut discuter avec ces gens.
Il faut apporter des solutions aux problèmes qu'ils posent. Alors Christophe Mienzok, le gouvernement pourrait rétorquer que c'est ce qu'il a fait à travers le Premier ministre Philémon Yan, mais également à travers l'ancien Premier ministre, donc, et qui sont revenus peut-être pas avec les décisions ou alors l'adhésion de tous les fils du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui, moi je crois que le gouvernement a délibérément choisi la carte de l'apaisement. Et les mesures, les démarches, les initiatives qui sont prises vont dans ce sens. Mais on ne peut pas traiter la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest comme on le fait, par exemple, à l'extrême nord pour Boko Haram. Boko Haram, ça doit être une menace asymétrique. On sait quand même que les assaillants venaient d'un territoire, disons, étranger. Et même si, aujourd'hui, et je suis d'accord avec la définition de Mathias Edik Owenangini, à savoir que quand vous déclarez la sécession, vous déclarez la guerre. Mais il n'en reste pas moins que jusqu'au moment où nous parlons, nous avons encore affaire à des Camerounais. Et par conséquent, la gestion de ces compatriotes-là est beaucoup plus délicate. Elle est beaucoup plus délicate. Même s'ils se déclarent d'une autre nationalité, que je ne voudrais pas citer. Mais pour l'instant, ils restent Camerounais. Mais nous devons prendre en compte leur volonté de se détacher. On doit prendre en compte et prendre en compte également tous les actes qui sont en train de poser et qui vont à l'encontre de la volonté de vivre ensemble. Le gouvernement a fait ce qu'il a fait. Toutes les mesures de décrispation, moi j'ai appelé ça des concessions, les uns appellent ça des mesures d'apaisement. C'est une très bonne chose. Mais on se rend compte que pour dialoguer, il faut être au moins deux. Tout à fait. Au moins deux. Mais vous n'allez pas non plus instaurer un dialogue de sourds. C'est-à-dire que tout ce que le gouvernement a entrepris jusqu'à présent, c'est comme si c'était des coups d'épée dans l'eau. Ça ne donne absolument rien. Vous avez parlé, Jackson a parlé tout à l'heure de, ou c'est vous dans votre question, des ONG, des think tanks et tout ça. Il est évident que chacun essaie de se positionner là pour jouer un rôle plus ou moins trouble au Cameroun en ce moment. Et il faudrait y ajouter maintenant, la classe politique camerounaise qui pense que avec cet événement, cette crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le grand soir est arrivé. Le grand soir est arrivé pour faire tomber le régime de Paul Biya. Voilà, voilà les données du problème. Vous avez les influences extérieures, mais vous avez également à l'intérieur des personnages et des personnalités qui pensent que on peut profiter de cette situation-là, pour d'autant plus qu'une élection présidentielle se profile à l'horizon. Alors, Xavier Messé, le quotidien Le Jour annonçait cette semaine qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre ces sécessionnistes qui, pour certains, résident hors du pays. Comment réagissez-vous? J'ai réagi tout de suite en lisant cette information, en l'écoutant aussi dans des ondes de radio, en discutant avec mes amis. Je me suis dit, c'est à la mode. Vous savez, l'Espagne l'a fait. Et j'écoutais avec beaucoup de plaisir Jackson. L'Espagne l'a fait. Le Cameroun se retrouve dans une situation analogue à celle de l'Espagne. Pourquoi on ne devrait pas le faire? Mais je pense que les contextes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, au fur et à mesure que les choses avancent, au fur et à mesure que les gens sont ensemble, on se retrouve à se poser des questions de savoir, faudrait-il évoluer dans un contexte des nations ou dans un contexte des peuples, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et quand j'ai écouté Jackson qui dit le Cameroun, c'est un refrain, c'est un mot que j'ai horreur d'entendre, parce qu'on a l'impression que ce qui se passe au Cameroun ne devrait se passer nulle part. Or, dans un contexte mondial, il faut toujours profiter de l'expérience des autres pour pouvoir
arranger ce qui ne va pas chez soi. Et raison pour laquelle aujourd'hui le Cameroun a lancé des mandats. Parce que l'Espagne l'a fait. Mais il faut aussi dire que ce que nous connaissons aujourd'hui, qui peut être un monde des peuples et un monde des nations, on l'a connu en Inde avec le Bangladesh, on l'a connu en Inde avec le Pakistan, on l'a connu en Corse, en France, on l'a connu en Bretagne, en France. Des solutions ont été trouvées. Il faut toujours éviter de dire le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun n'est pas une entité à part, c'est-à-dire dans le monde où, voilà où on est rattrapé par le Cameroun, c'est le Cameroun. Où les problèmes qui se passaient chez les autres, ce n'est pas chez nous. Je pense que tel qu'on a résolu les problèmes, c'est les autres. Il faudrait qu'on voit ce qu'il y a de particulier. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que ça peut nous profiter? Parce que si nous continuons de penser qu'on est dans un îlot où les problèmes du Cameroun sont spécifiques, les solutions doivent être spécifiques, on se trompe énormément. Mais on doit quand même tenir compte des spécificités du Évidemment, Cameroun. Tout à fait. On doit en tenir compte. Éric Mathias Onanguini, Mathias Éric Otanfoua. Sinon vous allez changer de Il faut seulement appeler Mathias pour ne pas se tromper. Mathias Éric Onanguini, vous êtes contre toute forme de chantage à la souveraineté? Pas question de chantage à la souveraineté. Pourquoi? Le Cameroun est un pays sociologiquement très complexe. Si vous acceptez un chantage à la souveraineté, vous en aurez 10 et 100. Et l'ensemble camerounais n'existera plus. Ce qui se passe en ce moment est très important pour la cohésion et l'unité du Cameroun. Et si les gouvernants du Cameroun font tout simplement plus de Cameroun, parce que le Cameroun est un pays qui a un équilibre très fragile du point de vue de sa complexité sociologique et de sa position géopolitique et géoculturelle en Afrique. À partir de ce moment, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de discussion avec des gens qui n'ont pas la même conception de l'organisation politique du Cameroun. Mais il n'y a pas de discussion possible avec des gens qui refusent l'unité et la souveraineté du Cameroun, parce qu'ils attaquent le Cameroun dans son principe. Maintenant, au niveau des réponses, c'est là où on est dans le dialogue des sourds. Le gouvernement veut régler le problème au niveau sectoriel. Mais ceux qui ont conduit la mobilisation depuis le départ, eux, ils veulent créer une négociation globale. Et une négociation où ils veulent imposer leur point de vue. Or, en termes de mécanique, si on s'en tenait même, disons, à l'importance des communautés respectives, ils ne peuvent pas imposer leur vision à ce qui est objectivement la majorité. Par contre, on peut trouver des terrains pour essayer d'intégrer les demandes d'autonomie qu'ils expriment dans le cadre des institutions existantes. C'est le problème en ce moment, c'est le problème qui se pose. On viendra peut-être aux solutions envisageables, mais il faut rappeler qu'on ne discute pas avec des gens qui refusent l'unité du Cameroun. Parce que dès qu'ils refusent l'unité du Cameroun, même s'ils n'ont pas encore pris les armes, ils ont déjà déclaré la guerre à la République du Cameroun. C'est entendu, messieurs, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de presse. Et en focus, nous avons le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, qui fait donc le point sur la situation, sur ces assassinats qu'on a donc enregistrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au cours de la semaine qui s'achève. Issa Chiroma Bakary en focus dans cette édition de Scène de presse. À ce jour, les investigations menées par les forces de défense et de sécurité ont permis de mettre la main sur 6 dangereux suspects, porteurs, au moment de leur interpellation, de 12 munitions de 7,62 mm dans la localité de Missadje. Au cours de leur exploitation à la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest à Bamenda, les suspects ont tous avoué être les auteurs de l'attaque du lycée technique de Djakiri le 6 novembre 2017. Au total, 4 membres des forces de défense et de sécurité en service commandé ont donc trouvé la mort. Tombés sous les balles des terroristes se réclamant du mouvement sécessionniste connu sous le nom de Southern Cameroon
Ambazonian Consortium United Front, en abrégé SCACOF. Ces attaques ont du reste dûment été revendiquées dans un communiqué signé de cette organisation et rendu public. Retour sur le plateau de scène de presse. David Messé, comment on sort de ce problème selon vous? À mon avis, le problème à ce niveau-ci est déjà très avancé, parce que les gens ont pris des armes. Dans un pays civilisé, on ne devrait pas prendre des armes, on devait discuter. On n'a pas... Le Cameroun, en ce qui concerne le gouvernement, a discuté, ou du moins a pris des initiatives pour discuter. De l'autre côté, c'est sécessionniste, j'apprends qu'il y a des morts, ce n'est plus normal. Il y a des écoles qui sont brûlées, ce n'est plus normal. Alors, mais je pense que le Cameroun, à ce niveau de problème, devrait s'assurer dans une diplomatie ouverte, conséquente, claire, qu'il a de très bonnes relations avec le Nigeria. Nous avons une frontière... Le Nigeria, où il y a également quelques velléités sécessionnistes. Quelques velléités sécessionnistes. Même s'il n'y avait pas ces velléités sécessionnistes, nous avons avec le Nigeria une frontière de 1800 km qui est très ouverte, avec déjà un conflit dans la partie du nord. Et si un autre conflit dans la partie du sud s'ouvre, c'est-à-dire le sud-ouest et le nord-est du Cameroun, il est difficile que nous puissions contenir ce problème. Donc, il faut que notre diplomatie cesse d'être ce qu'on a toujours dit, une diplomatie de présence. Qu'elle soit une diplomatie plus offensive, plus agressive et plus claire, qu'on associe les Camerounais à tous les efforts que les gouvernants font. Il faut que les Camerounais soient informés. Parce que le Cameroun est pratiquement en guerre. Toutes les relations, tous les contacts qui doivent être menés avec les Nigérians, il faut que le gouvernement camerounais informe les populations, parce que les populations sont les premières concernées dans ce conflit. Sénateur Jackson Djiké. Oui, je pense qu'il faut isoler et châtier très très sévèrement ceux qui sont aujourd'hui l'objet de cette escalade. Là, il ne faut pas du tout transiger. Mais je reste convaincu que l'immense majorité... Vous ne souhaitez pas une répression aveugle? Non, non. Séparer le bon grain des livrets. L'immense majorité des populations du nord-ouest et du sud-ouest, comme l'ensemble des Camerounais, veulent absolument que ce pays reste un individu. Maintenant, on ne peut pas rester uniquement... je comprends bien le raisonnement de Mathias et du professeur Mathias et Ronan Guini, mais je pense sincèrement qu'on peut aujourd'hui tenir compte de cette immense majorité qui peut aider le gouvernement, comme ça s'est fait au nord, tout ça, à châtier ceux qui sont l'objet de cette escalade. À travers les comités de vigilance, par exemple? À travers des comités de vigilance et tout. Il faut qu'ils coopèrent. Pour cela, il faut un minimum de concessions politiques. Ce n'est pas un problème de sécession, c'est un problème de concession politique. Il y a des gens qui veulent le fédéralisme. On a aujourd'hui dans notre constitution inscrit que le Cameroun, c'est une république décentralisée. Qu'on applique au moins ça. Je pense qu'il y a des petites solutions qu'on peut apporter aujourd'hui qui peuvent régler le problème. Alors justement, c'est votre point de vue, professeur Onanguini. Il faut achever ou parachever ce processus de décentralisation. Oui, le problème c'est la cohérence. C'est la cohérence politique du gouvernement. Il refuse une discussion sur la forme de l'État, notamment autour du fédéralisme. Il prône la continuité de la forme existante, dont l'État unitaire décentralisé. Mais il faut donc finaliser les mesures, apporter une réforme supplémentaire pour intégrer dans la réforme des éléments peut-être particuliers qui, sur la base d'un consensus national, pourraient concerner l'autonomie dans les régions anglophones pour certaines questions, pas pour tous, mais avec la reconnaissance préalable du principe de l'unité et de l'indivisibilité du Cameroun. Il faut évidemment prendre des mesures sécuritaires pour mieux garantir la sécurité aussi bien des populations que des forces de défense et de sécurité elles-mêmes. Et puis évidemment avoir aussi peut-être des initiatives de relance du développement local dans ces régions. Mais cela dit, il n'y a pas de négociation possible avec ceux qui disent qu'ils ne sont pas camerounais.
Et Christophe Mienzok, on a entendu dire sur les médias et partout dans les réseaux sociaux que le président de la République devrait peut-être rencontrer lui-même ces populations du Nord-Ouest. Est-ce que c'est un avis ou alors est-ce que c'est un sujet dont vous parlez au sein de votre parti? Vous pensez que le président n'est pas au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit? Il est tout à fait au courant. Et lui-même a déjà indiqué quelques pistes en disant justement que le Cameroun est un indivisible et que la forme de l'État n'est pas négociable. Bon, maintenant, tout le reste peut être mis... la décentralisation. Voilà, le reste peut être mis sur la table. Avec un calendrier clair. Tout à fait. Non, tout le reste peut être mis sur la table. Il faut renforcer, il faut accélérer le processus de décentralisation. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et je voudrais également dire que bon, il faudra bien que le double langage des hommes politiques camerounais cesse. Nous sommes en train d'aller à une élection dans un an à peu près et que je sache, les dernières échéances électorales, je n'ai pas entendu un seul homme politique, que ce soit pour les municipales, les législatives ou la présidentielle, je n'ai pas entendu un seul homme politique faire campagne sur le fédéralisme. Je n'ai pas entendu. Mais Christophe Mienzok, quand vous les écoutez aujourd'hui... Christophe Mienzok, la question est celle-ci. Oui. Le président de la République, comme le souhaitent certains Camerounais, devraient-ils aller dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest rencontrer, discuter avec ces populations? Je suis en train de vous dire que nous sommes à la faveur... Il y aura donc une rencontre entre le peuple et les candidats. La campagne électorale, c'est le moment idéal. En ce moment, nous parlons d'une rencontre entre le peuple et le président de la République, pas le candidat. Le président de la République, en son âme et conscience, et fera et prendra les dispositions nécessaires pour apporter des solutions à cette crise. Vous comprenez? Oui. Alors, mais je redis que il faudrait que les uns et les autres prennent donc leur courage. Quand le président de la République aura donc fait la part qui est la sienne, il le fera. C'est son devoir. C'est la Constitution qui le lui prescrit. Quand il l'aura fait, il faudra donc à la faveur de la prochaine élection présidentielle, les uns et les autres sortent enfin du bois et du double langage. Et qu'ils nous disent devant le peuple quelle est l'option qu'ils ont choisie et qu'ils proposent au peuple. Celle du RDPC, elle est connue. Elle est connue. Et ceux qui veulent jouer au petit malin, qu'ils nous disent à le moment venu. Et le peuple, en dernier ressort, le peuple souverain, tranchera à ce moment-là. Alors, Christophe Mienzok, je voudrais que nous restions sur cette épreuve de feu que traverse le président de la République. On a envie de dire, en remontant le temps, on se rend compte que ça a commencé déjà depuis 1984 avec le coup d'État manqué du 6 avril 1984. Ensuite, il y a eu Boko Haram entre 2013 et 2014. Et maintenant, ce nouveau front. Comment le président fait-il pour s'en sortir? Ben, c'est par le haut. Il ne peut qu'en sortir par le haut, en mettant en avant l'intérêt général du Cameroun. Je crois qu'il n'y a pas une autre porte de sortie que celle-là. C'est-à-dire que le Cameroun est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Le président est un homme politique. Il sait qu'il sera jugé par l'histoire. Et il y a une citation de Napoléon que j'aime bien. Napoléon qui disait que l'histoire... Les hommes, l'histoire est plus rancunière que les hommes. Le président sait que à la fin des fins, il sera jugé par l'histoire. Et donc, toutes les différentes épreuves, il les a gérées. Nous étions en train de parler du dialogue il y a quelques instants. En 1991-92, qu'est-ce qu'on avait voulu imposer au président? C'était la conférence nationale souveraine. Certains sont en train de revoir, de penser que le moment est venu pour
une autre conférence nationale. Vous pensez qu'ils prennent des raccourcis? Non. Une fois de plus, nous sommes dans les raccourcis. Il n'y aura pas de conférence nationale souveraine comme il n'y en a pas eu en 91 et 92. Mais le président trouvera toujours avec les Camerounais de bonne volonté. Pas ceux qui veulent justement la destruction. Vous ne montrez pas du doigt non. En fait, c'est pour dire que j'approuve ce qu'il a, la démonstration qu'il a faite tantôt. Avec ces Camerounais de bonne volonté, pas ceux qui veulent la destruction ou la disparition du Cameroun, il trouvera les solutions pour que le Cameroun, tel que lui, il l'a reçu, tel qu'il l'a reçu le 6 novembre 1982, qu'il puisse le laisser uni et indivisible. Et dans la paix. Alors justement, et dans la paix. Xavier Messé, restons dans cette épreuve de feu. Quel a été, selon vous, l'impact de cette épreuve-là sur les Camerounais? 1984, 2013, 2014 avec Boko Haram et puis, comme je le disais tantôt, ce nouveau front. Mais j'espère que vous avez arrêté d'importuner mon voisin de droite. Avec quoi? Non, mais parce que Christophe a refusé de répondre à la question de savoir si le président ira à la rencontre de son peuple. Nous n'y sommes plus. Nous sommes dans l'épreuve de feu. Je dis qu'il fera en son âme et conscience. Nous sommes dans l'épreuve de feu. On n'a pas devoir constitutionnel, c'est bien dit. Oui. La Constitution le lui prescrit. Vous pensez bien que vous avez la parole. Vous n'êtes pas plus responsable ou plus concerné que lui, pas du tout. Ah, non. Pas du tout, loin de là. Alors, Xavier Messé, cette épreuve de feu, quel a été l'impact de cette épreuve sur les Camerounais? J'ai l'habitude de dire dans mes écrits, mes éditoriaux, qu'un militaire qui va au front risque sa vie. Un enseignant qui monte sur une moto pour aller dispenser ses cours risque sa vie. Un charpentier qui va sur une grue pour construire une maison risque sa vie. Et on devrait également, dans le prolongement, considérer que les coups d'État font partie, en Afrique tout au moins, des risques de la vie d'un chef d'État. Et le chef de l'État du Cameroun a failli succomber à un coup d'État en 1984. Et j'étais rentré au Cameroun, il n'y avait pas de cela beaucoup de temps. J'étais de ceux qui étaient, si j'avais une formation militaire, j'aurais pris des armes pour aller combattre. Parce qu'il n'était pas question que nous connaissions ce genre de choses, que nous avons pensé que ça ne devait pas nous arriver. Parce qu'il fallait protéger le jeune président qui venait d'arriver. Donc, c'était un moment extrêmement douloureux pour les démocrates que je suis, de renverser un chef d'État qui venait de prendre le pouvoir, qui venait d'accéder au pouvoir par les armes. Donc, de manière personnelle, de manière idéologique, de manière philosophique, je suis opposé à toute forme de violence qui peut porter quelqu'un au pouvoir. Donc, j'ai combattu de mon âme, j'ai combattu par mes idées, n'est-ce pas, ce qui s'est passé en 1984. Mais ceci dit, j'ai toujours refusé que les gens continuent de dire que le chef de l'État a été freiné dans ses actions à cause du 6 avril 1984. Parce que autant un charpentier qui ne perd pas ses jambes de tomber d'une grue doit continuer la maçonnerie, autant un chef d'État qui a échappé à un coup d'État ne devrait pas freiner l'avancement d'une nation. Donc, ce sont des incidents de parcours. Les Camerounais étaient tous derrière Paul Biya en 1984. Et ils étaient prêts à être davantage derrière lui, comme ils l'ont été en 1985, lorsqu'il a créé le RDPC à Bamenda. C'était comme un seul homme, tout le monde était derrière lui. Donc, je pense que s'il y a eu des freinés, il faut trouver des raisons ailleurs, plutôt que dans le coup d'État manqué de 84. Je pense que si on justifie les manquements que nous avons eus à cause de cela, c'est une erreur monumentale qu'il faudrait éviter. C'est entendu, le professeur Mathias Eric Onanguini. Vous également, c'est un avis que vous partagez. Est-ce que vous pensez que ce coup d'État de 1984 a quelque peu changé l'agenda que le président de la République avait pour le Cameroun? En partie, je pense que on ne peut pas comprendre le cours gouvernant du président Paul Biya sans intégrer les effets psychologiques de ce choc qu'a été le coup d'État manqué du 6 avril 1984. Mais maintenant, ce cours gouvernant dépend aussi d'autres facteurs, c'est-à-dire des orientations
et des intérêts politiques qu'il se donne. De toutes les manières, la gouvernance du président Biya est marquée de façon importante par le thème du timonier. Le thème du timonier, c'est quoi? C'est l'idée d'un dirigeant qui, pour l'essentiel de sa tenance, de sa présence au pouvoir, a navigué face à des vents contraires et à une mer souvent orageuse. Avril 84, mai 90, juin 90, avril 91, octobre 91, octobre 92, à peu près mai 93, janvier, juin 2001, avec l'affaire des 9, février 2008, et puis le phénomène Boko Haram, et maintenant la crise anglophone. Donc de temps en temps, même si toute la période n'est pas agitée, il y a des phases où la période est agitée. Et cela a créé quelque chose d'assez typique. Ça a créé donc une gouvernance de navigateurs qui se préoccupe surtout d'éviter les écueils et non plus une gouvernance de tisserand qui tisse dans le temps une toile ou une gouvernance d'architecte. Alors, vous avez énuméré quelques dates et parmi celles-là, il y a celle de 87 qui marque dans le début de la crise, économique au Cameroun. Aussi, oui. Alors, est-ce que, Jackson Dike, vous avez également l'impression, comme le disait le professeur Onangini tout à l'heure, que cette crise économique, par exemple, a empêché que le gouvernement, que le renouveau réalise son agenda? Est-ce que ça peut expliquer le retard dans le développement des infrastructures qu'on observe dans notre pays? Non. Est-ce que cette seule crise peut l'expliquer? Non, ça n'explique pas tout. Moi, je pense que je suis un grand adepte des biographies. Donc, j'ai beaucoup lu. J'ai lu presque toutes les biographies du président Paul Biya. Et moi, je pense qu'il est resté égal à lui-même, quels que soient les événements. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu de véritable tournant en 84. Il n'y a pas eu de tournant avec des événements qui se sont succédés par la suite. Le président Paul Biya, déjà, même dans ses premières fonctions, a toujours été quelqu'un d'équilibré, d'assez consensuel et qui ne prenait pas la décision comme ça parce qu'il était sous le feu de ceux qui voulaient qu'il la prenne dans leur sens. Il a toujours travaillé comme ça. Je crois que même Aïdio le dit dans une des interviews où il essaye de justifier pourquoi son choix s'est plutôt penché vers le président Biya. Et je pense que tous les événements, tout ce qu'il a subi, il a toujours géré ainsi. Je pense que il a, contrairement à ce qu'on pense, il a une vraie stratégie. Il a une vraie stratégie dans les différents secteurs. Moi, je vais prendre un exemple simple. J'étais une fois à Paris, j'étais dans le grand hall de l'UNESCO. Et j'ai suivi une discussion, parce que là on pouvait approcher un peu les chefs d'État, j'ai suivi une discussion entre le président et le ministre Joseph Mbouy. Et ils discutaient justement de la dissémination des lycées et collèges et tout. On a pu penser que c'était peut-être des faits hasardeux qui se passaient comme ça, alors que c'était une volonté du président, depuis son passage au ministère de l'Éducation nationale, qui pense que l'éducation doit pas être élitisée. Contrairement peut-être à comme Dame Dioya, qui lui pense que l'éducation doit être élitiste. Et c'est des différences de vision. Voilà, je pense qu'il y a un problème, le président dans la prise de décision, parce qu'il veut toujours essayer de cerner tous les contours. Et ça, c'est un trait caractéristique depuis longtemps. Maintenant, sur le plan économique, effectivement, je pense que le fait que le président est beaucoup moins développé que ses homologues d'autres pays en quelques années, beaucoup moins développé d'infrastructures, rend assez illisible. D'infrastructures à même d'impacter le développement. Oui, d'impacter. Même si c'est des éléphants blancs, il vaut mieux en faire. Il vaut mieux en faire. Tout à l'heure, avant l'émission, on discutait justement de ces grands chantiers avec Xavier, de l'axe lourd de Simalène, Yaoundé, de tout ce qui se fait sur le Fundi. Ça a un impact important sur le regard que les Camerounais peuvent porter sur son action. Si son action est restée très diffuse dans des secteurs sociaux, il a réussi à maintenir la paix et certains équilibres, je pense qu'il faut absolument
que le Cameroun fasse comme les autres pays, qu'on ait des infrastructures visibles, des péages, des ponts, des barrages comme on le fait maintenant, quitte à ce que ce soit des éléphants blancs au début, qu'on les ait, et je pense que ça aura un vrai impact sur ce que l'histoire pourrait retenir de... Alors sur le plan politique, avant que nous ne revenions sur la célébration du 6 novembre, les premières leçons de la célébration du 6 novembre de l'an 35, je voudrais interroger Christophe Mienzok sur le vent des libertés en 1990. Le renouveau a quelque peu, on va dire quoi, vacillé entre guillemets. Comment le renouveau s'en sort à cette période-là? En faisant des alliances? Bon, moi je voudrais seulement dire que tout le monde, comme tout le monde l'a dit ici, il y a eu des épreuves. Mais tout au long de ces épreuves, le président n'a pas failli. Parce qu'il a pris l'engagement, le 6 novembre 82, devant le peuple camerounais, il leur a dit, je ne faillirai pas. Et globalement, le président n'a pas failli. Plus important encore, le président ne cherche pas lui-même à s'exonérer ou alors à ouvrir le parapluie de ces épreuves-là pour justifier tel ou tel manquement. Parce que son analyse à lui de la situation, elle est implacable. Son autocritique, parfois elle dépasse même la critique que les uns et les autres peuvent faire. Et maintenant, en 90, 91, 92, le président qui avait déjà annoncé le libéralisme, justement, le libéralisme, ça conduit aux libertés. On a vacillé, parce que le RDPC, quoi qu'on dise, n'était pas tout à fait préparé. Pas tout à fait préparé. Et ça a conduit donc au résultat qu'on a vu pour les élections de mars 1992 et à la présidentielle. Et la réponse que le président a donnée, c'était le partage du pouvoir. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui les alliances. Bon, C'était pas la fête du RDPC, mais c'était la célébration la célébration de la session de Paul Biya à la magistrature suprême. Mais les militants du RDPC ont fait quelques actions d'éclat qui sont ici compilées dans ce reportage que nous propose Martine Noël Dengue. Que peut-on retenir de ce 6 novembre 2017? C'est donc dans ce zooming que nous propose Martine Noël Dengue. 50 millions de francs CFA pour la réélection de Paul Biya en 2018 à travers le financement de la campagne électorale. Ce fait inédit de la célébration du 6 novembre 2017 nous vient de la Léki. L'élite de ce département de la région du centre veut aller au-delà du simple appel à candidature, un acte d'éclat que justifie Henri Eyébé à ici. Nous avons souligné qu'il y a des acquis nationaux et communs. Nous avons également des acquis spécifiques et en particulier, nous soulignons qu'avec le président Paul Biya, la Léki qui a reconquis, recouvré un statut de composante à part entière de cette République pour bénéficier, comme tous les autres départements, des retombées de la politique menée, oui, nous avons considéré qu'il nous faut traduire cela par la mise en place d'un fonds spécial pour l'élection présidentielle de 2018. Autre fait à retenir en cette célébration des 35 ans du renouveau, c'est la tenue effective des meetings dans les deux régions anglophones du pays en pleine crise. Et plus encore à Bamenda dans le nord-ouest, où les militants des différentes sections de la MESAM ont bravé le Ghost Town du lundi pour célébrer l'anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de Paul Biya autour d'un homme qu'on présentait comme persona non grata ici. Il était donc bien là, en chair et en os, sur son 31, fidèle à son discours, à ce ton qu'on lui connaît. Le Cameroun est indivisible et personne ne remettra jamais en cause l'unité nationale. La candidature du président Paul Biya est une assurance, tout risque pour le Cameroun. Parce qu'il a l'expérience, il a la confiance du peuple et les gens, les militants ont choisi cette occasion pour réitérer cette confiance. Et la confiance totale en Paul Biya, c'est bien ce message que les militants du RDPC, ceux des partis alliés et autres pro-Biya
ont tenu à faire passer ce 6 novembre 2017. C'était donc là les premières leçons de la célébration du 6 novembre 2017. Juste une petite question avant que nous ne prenions la revue de presse, Christophe Mienzok. Aimé Robert Bina, rédacteur en chef jour de la CRTV, s'est posé 3 questions cette semaine à propos des élections présidentielles qui pointent à l'horizon. Parlant de la candidature du président de la République, le doit-il ? Le peut-il, le veut-il? Je prends ces questions à mon compte et je vous les pose. Le peuple des militants le veut. Sur le plan juridique, au moment où nous parlons, Paul Biya est le président national du RDPC, donc automatiquement, il est le candidat du RDPC. Maintenant, la question, c'est en son âme et conscience qu'il tranchera. Le peuple des militants le veut. Les textes j'ai failli dire, l'y oblige ou l'y autorise, et maintenant, le reste, c'est en son âme et conscience, il prendra sa décision. Messieurs, nous marquons notre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour revisiter l'actualité de la semaine, et cette revue de presse est signée Daniel Benanga. Cette semaine, l'entre-en-scène du renouveau anime les colonnes de la presse nationale. Le 6 novembre 2017, Cameroun Tribune est le témoin de l'hymne à l'unité. Mobilisation, hommage au président national du RDPC, engagement, cohésion, célébration des victoires s'enchaînent dans les 4 coins du pays. Et cet acte fort qui se dégage du concert de soutien au président Paul Biya. La Lequier lance un fonds spécial pour soutenir son candidat en 2018. Fonds de campagne d'un montant de 50 millions de francs CFA, alimenté par l'élite de la Lequier bien sûr. Mais Mutation questionne l'opportunité de cette initiative. Le quotidien de la South Media Corporation voit en filigrane la suggestion d'une opération nationale de collecte d'argent pour la campagne présidentielle du candidat RDPC l'année prochaine. Repère retient qu'en 35 ans, le président Paul Biya est devenu l'artisan de la paix et du dialogue. Il conduit la marche vers l'émergence malgré les crises et en Afrique centrale, Paul Biya conforte son leadership. Le jour a une toute autre lecture du bilan du renouveau. Un écart entre déclarations et promesses du 6 novembre 1982 et les réalisations actuelles. Dans le vif du sujet, la nouvelle expression note des occasions manquées, des réactions d'amertume, de désespoir et de désillusion. La situation dégénère en vrai dans le nord-ouest. Des gendarmes assassinés dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 novembre. Et l'actualité remet la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au goût du jour. Conséquence au rebondissement, le gouvernement décrète le couvre-feu dans la Mésame. Décision jugée drastique par la nouvelle expression. Cameroun Tribune porte la voix des hommes politiques, des autorités religieuses et de la société civile. Bien que la nouvelle expression se demande où sont passées les ONG. Meurtre des gendarmes, inacceptable, tout simplement. Le quotidien national bilingue craint même le basculement de la crise en attaque armée. En cause, la radicalisation des partisans de la sécession. Mais les autorités camerounaises restent vigilantes. Mandats d'arrêt internationaux contre les leaders sécessionnistes. Ils sont une quinzaine d'activistes selon le quotidien Le Jour. Appel pour le retour au bercail pour les responsables des missions diplomatiques du Cameroun à l'étranger aussi. Et cette fois, par voie de décret et d'arrêté du président de la République. Cameroun Tribune dévoile le grand redéploiement dans la diplomatie camerounaise. Un véritable tsunami et Mutation de préciser que le grand mouvement vient résoudre la situation de vacances à plusieurs postes depuis 4 ans en relations extérieures. Entre les lignes, le messager observe que les nominations des personnels d'ambassade ne solutionnent pas les tensions salariales. Le sujet fera certainement débat à la session budgétaire annoncée.
Merci Daniel Menanga. Et maintenant, place aux une du lundi. Nous retrouvons donc Agnès Solange à Bessolo pour les une du lundi. Agnès Solange, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Alors les journaux de ce lundi sont assez variés. Des performances de banques au forum sur la qualité des médicaments et la crise anglophone. Plusieurs d'entre eux reviennent surtout sur la communication du ministre Issa Chiroma Bakari. À propos, le journal L'Essentiel titre « Les assassins du gendarme Ndjolé » arrêté. Plus bas, l'Aube hebdomadaire poursuit que les sécessionnistes revendiquent les attentats et enfin les condoléances du chef de l'État aux familles. Sur un tout autre sujet, l'Essentiel s'interroge avec l'arrivée d'un nouveau directeur général à la tête de Camwater. L'eau va-t-elle enfin couler? L'anecdote lui emboîte le pas et dans un ton sarcastique reste dubitatif et se lance plutôt à l'assaut des télécommunications. Le titre à la une de l'anecdote traduit donc la hargne du PDG Jean-Pierre Amourou Belinga dans la conquête des techniques innovatrices en matière de télécommunications. Il a été reçu récemment par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Entre-temps, le financier d'Afrique prend la pleine mesure des activités liées au secteur bancaire dans le continent noir. Et pour ce journal, les performances des banques africaines sont en baisse. Pour comprendre ce titre, quelques chiffres au bas de cette publication. Alarmiste aussi, la vente des faux médicaments au Cameroun peut être la fin, écrit EcoSanté. Le forum sur la qualité des médicaments vient de s'achever avec un ensemble de mesures pour stopper la circulation des faux produits sur l'ensemble du territoire national. Le combat s'inscrit donc dans la continuité comme à Camwater, nous y revenons, souligne mutation, de l'eau potable, pas des batailles. Et le quotidien rappelle que le directeur général de la Cameroon Water Utility Corporation est remplacé moins de 2 ans après sa nomination, ce qui ne présage rien de bon. Le nouveau patron s'appelle Gervais Bolenga. Et selon nos confrères, l'entreprise suscite beaucoup de convoitises. Voilà Lucrèce pour les unes de ce lundi 13 novembre 2017. Moi, je vous donne rendez-vous en kiosque. Bonsoir. Merci Agnès Solange. Retour sur le plateau de scène de presse. Juste une question pour finir, professeur Mathias Eriko Nangini. Vous êtes un enseignant heureux cette semaine. Quelques-uns de vos étudiants ont été promus au niveau de la diplomatie. Et c'est une bonne chose que un coup de jeune ait été donné à l'appareil diplomatique du Cameroun. Il y a dedans des hommes et des femmes? Tout à fait. Et c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose, ça veut dire qu'on évolue bien vers la parité. Les femmes peuvent aller sans demander l'autorisation de leur mari à ces postes? Elles n'ont aucune autorisation à demander. Hein. Ça, ce sont des choses qui ont été levées dans les années 90, ça faisait partie des mesures de libéralisation. Maintenant, il est idéal que dans le couple, on s'entende sur les modalités de ce qu'il y aura à faire. Mais évidemment, c'est une situation qui n'est pas facile à gérer. Voilà, c'est entendu, madame. C'est la fin de cette édition de Scène de presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. À partir de dimanche prochain, vous serez en compagnie de la très brillante Mélanie Betebeu. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois après mon congé annuel. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir. Une discussion sur la forme de l'État, notamment autour du fédéralisme. Il prône la continuité de la forme existante, dont l'État unitaire décentralisé. Mais il faut donc finaliser les mesures, apporter une réforme supplémentaire pour intégrer dans la réforme des éléments peut-être particuliers qui, sur la base d'un consensus national, pourraient concerner l'autonomie dans les régions anglophones pour certaines questions, pas pour tous, mais avec la reconnaissance préalable du principe de l'unité et de l'indivisibilité du Cameroun. Il faut évidemment prendre des mesures sécuritaires pour mieux garantir la sécurité aussi bien des populations que des forces de défense et de sécurité elles-mêmes. Et puis évidemment avoir aussi peut-être des initiatives de relance du développement local dans ces régions. Mais cela dit, il n'y a pas de négociation possible avec ceux qui disent qu'ils ne sont pas camerounais.
Et Christophe Mienzok, on a entendu dire sur les médias et partout dans les réseaux sociaux que le président de la République devrait peut-être rencontrer lui-même ces populations du Nord-Ouest. Est-ce que c'est un avis ou alors est-ce que c'est un sujet dont vous parlez au sein de votre parti? Vous pensez que le président n'est pas au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit? Il est tout à fait au courant. Et lui-même a déjà indiqué quelques pistes en disant justement que le Cameroun est un indivisible et que la forme de l'État n'est pas négociable. Bon, maintenant, tout le reste peut être mis... la décentralisation. Voilà, le reste peut être mis sur la table. Avec un calendrier clair. Tout à fait. Non, tout le reste peut être mis sur la table. Il faut renforcer, il faut accélérer le processus de décentralisation. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et je voudrais également dire que bon, il faudra bien que le double langage des hommes politiques camerounais cesse. Nous sommes en train d'aller à une élection dans un an à peu près et que je sache, les dernières échéances électorales, je n'ai pas entendu un seul homme politique, que ce soit pour les municipales, les législatives ou la présidentielle, je n'ai pas entendu un seul homme politique faire campagne sur le fédéralisme. Je n'ai pas entendu. Mais Christophe Mienzok, quand vous les écoutez aujourd'hui... Christophe Mienzok, la question est celle-ci. Oui. Le président de la République, comme le souhaitent certains Camerounais, devraient-ils aller dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest rencontrer, discuter avec ces populations? Je suis en train de vous dire que nous sommes à la faveur... Il y aura donc une rencontre entre le peuple et les candidats. La campagne électorale, c'est le moment idéal. En ce moment, nous parlons d'une rencontre entre le peuple et le président de la République, pas le candidat. Le président de la République, en son âme et conscience, et fera et prendra les dispositions nécessaires pour apporter des solutions à cette crise. Vous comprenez? Oui. Alors, mais je redis que il faudrait que les uns et les autres prennent donc leur courage. Quand le président de la République aura donc fait la part qui est la sienne, il le fera. C'est son devoir. C'est la Constitution qui le lui prescrit. Quand il l'aura fait, il faudra donc à la faveur de la prochaine élection présidentielle, les uns et les autres sortent enfin du bois et du double langage. Et qu'ils nous disent devant le peuple quelle est l'option qu'ils ont choisie et qu'ils proposent au peuple. Celle du RDPC, elle est connue. Elle est connue. Et ceux qui veulent jouer au petit malin, qu'ils nous disent à le moment venu. Et le peuple, en dernier ressort, le peuple souverain, tranchera à ce moment-là. Alors, Christophe Mienzok, je voudrais que nous restions sur cette épreuve de feu que traverse le président de la République. On a envie de dire, en remontant le temps, on se rend compte que ça a commencé déjà depuis 1984 avec le coup d'État manqué du 6 avril 1984. Ensuite, il y a eu Boko Haram entre 2013 et 2014. Et maintenant, ce nouveau front. Comment le président fait-il pour s'en sortir? C'est par le haut. Il ne peut qu'en sortir par le haut, en mettant en avant l'intérêt général du Cameroun. Je crois qu'il n'y a pas une autre porte de sortie que celle-là. C'est-à-dire que le Cameroun est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Le président est un homme politique. Il sait qu'il sera jugé par l'histoire. Et il y a une citation de Napoléon que j'aime bien. Napoléon qui disait que l'histoire... Les hommes, l'histoire est plus rancunière que les hommes. Le président sait que à la fin des fins, il sera jugé par l'histoire. Et donc, toutes les différentes épreuves, il les a gérées. Nous étions en train de parler du dialogue il y a quelques instants. En 1991-92, qu'est-ce qu'on avait voulu imposer au président? C'était la conférence nationale souveraine. Certains sont en train de revoir, de penser que le moment est venu pour
une autre conférence nationale. Vous pensez qu'ils prennent des raccourcis? Non. Une fois de plus, nous sommes dans les raccourcis. Il n'y aura pas de conférence nationale souveraine comme il n'y en a pas eu en 91 et 92. Mais le président trouvera toujours avec les Camerounais de bonne volonté. Pas ceux qui veulent justement la destruction. Vous ne montrez pas du doigt non. En fait, c'est pour dire que j'approuve ce qu'il a, la démonstration qu'il a faite tantôt. Avec ces Camerounais de bonne volonté, pas ceux qui veulent la destruction ou la disparition du Cameroun, il trouvera les solutions pour que le Cameroun, tel que lui, il l'a reçu, tel qu'il l'a reçu le 6 novembre 1982, qu'il puisse le laisser uni et indivisible. Et dans la paix. Alors justement, et dans la paix. Xavier Messé, restons dans cette épreuve de feu. Quel a été, selon vous, l'impact de cette épreuve-là sur les Camerounais? 1984, 2013, 2014 avec Boko Haram et puis, comme je le disais tantôt, ce nouveau front. Mais j'espère que vous avez arrêté d'importuner mon voisin de droite. Avec quoi? Non, mais parce que Christophe a refusé de répondre à la question de savoir si le président ira à la rencontre de son peuple. Nous n'y sommes plus. Nous sommes dans l'épreuve de feu. J'ai dit qu'il fera en son âme et conscience. Nous sommes dans l'épreuve de feu. On n'a pas tellement constitutionnel, c'est bien dit. La Constitution le lui prescrit. Vous pensez bien que vous avez la parole. Vous n'êtes pas plus responsable ou plus concerné que lui. Pas du tout. Non. Pas du tout, loin de là. Alors, Xavier Messé, cette épreuve de feu, quel a été l'impact de cette épreuve sur les Camerounais? J'ai l'habitude de dire dans mes écrits, mes éditoriaux, qu'un militaire qui va au front risque sa vie. Un enseignant qui monte sur une moto pour aller dispenser ses cours risque sa vie. Un charpentier qui va sur une grue pour construire une maison risque sa vie. Et on devrait également, dans le prolongement, considérer que les coups d'État font partie, en Afrique tout au moins, des risques de la vie d'un chef d'État. Et le chef de l'État du Cameroun a failli succomber à pour éviter de dire le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun n'est pas une entité à part, c'est-à-dire dans le monde où voilà où on est rattrapé par le Cameroun, c'est le Cameroun. Où les problèmes qui se passaient chez les autres, ce n'est pas chez nous. Je pense que tel qu'on a résolu les problèmes, c'est les autres. Il faudrait qu'on voit ce qu'il y a de particulier. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que ça peut nous profiter? Parce que si nous continuons de penser qu'on est dans un îlot où les problèmes du Cameroun sont spécifiques, les solutions doivent être spécifiques, on se trompe énormément. Mais on doit quand même tenir compte des spécificités du Évidemment, Cameroun. Tout à fait. On doit en tenir compte. Éric Mathias Onanguiné, Mathias Éric Sinon vous allez changer de Mathias Éric Onanguiné, vous êtes contre toute forme de chantage à la souveraineté? Pas question de chantage à la souveraineté. Pourquoi? Le Cameroun est un pays sociologiquement très complexe. Si vous acceptez un chantage à la souveraineté, vous en aurez 10 et 100. Et l'ensemble camerounais n'existera plus. Ce qui se passe en ce moment est très important pour la cohésion et l'unité du Cameroun. Et si les gouvernants du Cameroun font tout simplement plus de Cameroun. Parce que le Cameroun est un pays qui a un équilibre très fragile du point de vue de sa complexité sociologique et de sa position géopolitique et géoculturelle en Afrique. À partir de ce moment, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de discussion avec des gens qui n'ont pas la même conception de l'organisation politique du Cameroun. Mais il n'y a pas de discussion possible avec des gens qui refusent l'unité et la souveraineté du Cameroun. Parce qu'ils attaquent le Cameroun dans son principe. Maintenant, au niveau des réponses, c'est là où on est dans le dialogue des sourds. Le gouvernement veut régler le problème au niveau sectoriel. Mais ceux qui ont conduit la mobilisation depuis le départ, eux, ils veulent créer une négociation globale. Et une négociation où ils veulent imposer leur point de vue. Or, en termes de mécanique, si on s'en tenait même, disons, à l'importance des communautés respectives, ils ne peuvent pas imposer leur vision à ce qui est objectivement la majorité. Par contre, on peut trouver des terrains pour essayer d'intégrer les demandes
d'autonomie qu'ils expriment dans le cadre des institutions existantes. C'est le problème en ce moment, c'est le problème qui se pose. On viendra peut-être aux solutions envisageables, mais il faut rappeler qu'on ne discute pas avec des gens qui refusent l'unité du Cameroun. Parce que dès qu'ils refusent l'unité du Cameroun, même s'ils n'ont pas encore pris les armes, ils ont déjà déclaré la guerre à la République du Cameroun. C'est entendu, messieurs, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de presse. Et en focus, nous avons le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, qui fait donc le point sur la situation, sur ces assassinats qu'on a donc enregistrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au cours de la semaine qui s'achève. Issa Chiroma Bakary en focus dans cette édition de Scène de presse. À ce jour, les investigations menées par les forces de défense et de sécurité ont permis de mettre la main sur 6 dangereux suspects, porteurs, au moment de leur interpellation, de 12 munitions de 7,62 mm dans la localité de Missadje. Au cours de leur exploitation à la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest à Bamenda, les suspects ont tous avoué être les auteurs de l'attaque du lycée technique de Djakiri le 6 novembre 2017. Au total, 4 membres des forces de défense et de sécurité en service commandé ont donc trouvé la mort. Tombés sous les balles des terroristes se réclamant du mouvement sécessionniste connu sous le nom de Southern Cameroon Ambazonian Consortium United Front, en abrégé SCACOF. Ces attaques ont du reste dûment été revendiquées dans un communiqué signé de cette organisation et rendu public. Retour sur le plateau de Scène de presse. Messé, comment on sort de ce problème selon vous? À mon avis, le problème à ce niveau-ci est déjà très avancé, parce que les gens ont pris des armes. Dans un pays civilisé, on ne devrait pas prendre des armes, on devait discuter. On n'a pas... Le Cameroun, en ce qui concerne le gouvernement, a discuté, ou du moins a pris des initiatives pour discuter. De l'autre côté, c'est sécessionniste, j'apprends qu'il y a des morts, ce n'est plus normal. Il y a des écoles qui sont brûlées, ce n'est plus normal. Alors, mais je pense que le Cameroun, à ce niveau de problème, devrait s'assurer, dans une diplomatie ouverte, conséquente, claire, qu'il a de très bonnes relations avec le Nigeria. Nous avons une frontière... Le Nigeria, où il y a également quelques velléités sécessionnistes. Quelques velléités sécessionnistes. Même s'il n'y avait pas ces velléités sécessionnistes, nous avons avec le Nigeria une frontière de 1800 km qui est très ouverte, avec déjà un conflit dans la partie du nord. Et si un autre conflit dans la partie du sud s'ouvre, c'est-à-dire le sud-ouest et le nord-est du Cameroun, il est difficile que nous puissions contenir ce problème. Donc, il faut que notre diplomatie cesse d'être ce qu'on a toujours dit, une diplomatie de présence. Qu'elle soit une diplomatie plus offensive, plus agressive et plus claire, qu'on associe les Camerounais à tous les efforts que les gouvernants font. Il faut que les Camerounais soient informés. Parce que le Cameroun est pratiquement en guerre. Toutes les relations, tous les contacts qui doivent être menés avec les Nigérians, il faut que le gouvernement camerounais informe les populations, parce que les populations sont les premières concernées dans ce conflit. C'est noté, Jackson Djiké. Oui, je pense qu'il faut isoler et châtier très très sévèrement ceux qui sont aujourd'hui l'objet de cette escalade. Là, il ne faut pas du tout transiger. Mais je reste convaincu que l'immense majorité... Vous ne souhaitez pas une répression aveugle? Non, non. Séparer le bon grain des livrets. L'immense majorité des populations du nord-ouest et du sud-ouest, comme l'ensemble des Camerounais, veulent absolument que ce pays reste un individu. Maintenant, on ne peut pas rester uniquement... je comprends bien le raisonnement de Mathias et du professeur Mathias et Ronan Guini, mais je pense sincèrement qu'on peut aujourd'hui tenir compte de cette
immense majorité qui peut aider le gouvernement, comme ça s'est fait au Nord, tout ça, à châtier ceux qui sont l'objet de cette escalade. À travers les comités de vigilance, par exemple? À travers des comités de vigilance et tout. Il faut qu'ils coopèrent. Pour cela, il faut un minimum de concessions politiques. Ce n'est pas un problème de sécession, c'est un problème de concession politique. Il y a des gens qui veulent le fédéralisme. On a aujourd'hui dans notre constitution inscrit que le Cameroun, c'est une république décentralisée, qu'on applique au moins ça. Je pense qu'il y a des petites solutions qu'on peut apporter aujourd'hui qui peuvent régler le problème. Alors justement, c'est votre point de vue, professeur Onanguini. Il faut achever ou parachever ce processus de décentralisation. Oui, le problème c'est la cohérence. C'est la cohérence politique du gouvernement. Il refuse. Pour empêcher les enfants d'aller à l'école, lorsque on a déshabillé des élèves qui allaient à l'école, incendier des écoles, on voit très bien que ce n'est que la suite logique de ces actes de terreur-là, et jusqu'à ôter la vie à des gendarmes qui sont là pour faire régner la loi, pour protéger les populations. C'est inadmissible. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que celui-là. Inadmissible. Xavier Messé, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas du tout surpris par cette escalade. Vous dites qu'il fallait s'y attendre. Mais bien sûr, je ne suis pas surpris. Christophe Mienzok le disait. Je ne suis pas surpris parce que, vous savez, ça fait à peu près 12 ans, que nous avons eu un certain nombre de messages que le CNC propageait, essayait de diffuser à travers les médias, à travers les personnes interposées, qu'on diffusait parce qu'ils réclamaient la sécession. Au moins 12 ans. Je pense que pour les actions politiques, pour les actions de sécurité, lorsque vous avez ce genre de messages, il faut toujours les prendre au sérieux. Toujours les prendre au sérieux. Il ne faut rien négliger. On peut penser que c'est un groupuscule, bon, peut-être qu'on peut négliger, on ne peut pas lui accorder une importance, mais on ne sait jamais. Toute action de cette nature qui sort des normes constitutionnelles, qui sort des normes républicaines, il faut regarder ça et puis poursuivre, poser, les suivre jusqu'au dernier retranchement. Mais aujourd'hui, ces gens-là qui n'ont jamais arrêté de réclamer, ils sont passés des tracts, des messages clandestins aux actes insurrectionnels. Et moi, je voudrais à la fois, autant j'ai suivi ces actes qu'ils posaient il y a 12 ans, autant de l'autre côté, c'est-à-dire du côté gouvernemental, la réaction n'a pas été suffisante. On a négligé, ou alors on n'a pas pris au sérieux. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est-à-dire cette escalade, il y a encore 2 ans seulement, on parlait d'un certain nombre de revendications, des écoles, les journées mortes, et ainsi de suite. Mais après, on est passé immédiatement aux actes. Des écoles qu'on brûle, des voitures qu'on brûle, des personnes qu'on tue. Mais aujourd'hui, on est arrivé à des actes purement, comment dire, terroristes, c'est-à-dire des actes de guerre. Et puis je pense que lorsque nous avons dans un pays tout un palier de personnes expérimentées qui peuvent agir, chaque personne dans son compartiment, lorsque ce genre de choses se posent, il ne faut rien négliger. Et aujourd'hui, nous qui sommes dans la société civile, on observe ce qui se passe. Nous émettons des avis. Nous attirons l'attention des autorités. Est-ce que nous avons, quand nous avons en retour un silence cadavérique, et nous nous retrouvons face à des actes comme ça, où ce qui représente l'autorité... Mais oui, il y a toujours eu un silence. Ou alors des actes posés dans les bureaux. Mais pour moi, les actes posés qui doivent avoir une répercussion publique. C'est ça qui compte. Ce n'est pas des vœux pieux, ce n'est pas une manière de balayer d'un revers de la main, parce que, en fait, dans un pays, même si vous trouvez un acte le plus anodin dans la rue, il faut prendre au sérieux. Et si on ne le fait pas, tôt ou tard, on se retrouvera face à une des situations qui peuvent avoir des répercussions démesurées. Et ça me peine de savoir qu'il y a encore 3 semaines, 4 semaines, un mois,
on avait des écoles qu'on brûlait, mais aujourd'hui, on en est à s'attaquer à la force publique. Et c'est très grave. C'est entendu. Professeur Mathias Eric Onangini, bonsoir. Alors, depuis l'entame de cette crise, vous avez toujours soutenu qu'il s'agissait d'une insurrection à visée armée. Si c'était un acte de réjouissance, vous pourrez vous réjouir aujourd'hui d'avoir toujours eu raison. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais vous avez eu raison dès le début. Non, moi je ne me réjouis pas. Il n'y a pas de changement du statut de cette mobilisation. Dès le départ, il s'agit d'une dynamique insurrectionnelle qui utilise la méthode de changement d'étape. Mais dès le départ, le projet, il est d'arriver à une confrontation avec la République du Cameroun et, si possible, une confrontation armée devant créer les conditions d'une internationalisation de la question et ouvrir pour les autonomistes, notamment la branche séparatiste, la voie de l'indépendance. Donc ils sont tout à fait cohérents avec leur logique et quelles que soient les mesures qui seront prises, tant que ces mesures ne vont pas dans le sens qu'ils recherchent, ils vont continuer, sauf si la puissance de l'État s'oppose à eux. De quelle manière? Mais la puissance de l'État, en l'occurrence, elle s'oppose par le mécanisme ordinaire de la souveraineté, qui est la force publique. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir, avec ceux qui reconnaissent l'unité et la souveraineté du Cameroun, ce qu'on a appelé de manière commode un dialogue. Mais il n'y a pas de dialogue possible avec ceux qui ne reconnaissent pas le Cameroun. Ce n'est pas possible pour des autorités camerounaises de discuter du Cameroun avec des gens qui disent qu'ils ne sont pas camerounais. Pour discuter sur le Cameroun, quelles que soient les divergences qu'on peut avoir, il faut d'abord accepter l'unité et la souveraineté du Cameroun. Je disais donc que je ne suis pas du tout surpris. C'est quelque chose qui est logique. Les mesures de décrispation qui ont été tentées à un moment de la crise par le gouvernement ne pouvaient être interprétées que comme un signal de faiblesse pour ceux-là. Ils ont pensé qu'il faudrait aller plus loin. Alors vous pensez que le fait que le pouvoir en place ait résolu ou apporté des réponses aux revendications corporatistes qui avaient été exprimées, c'était à tort? Non, le problème c'est que les revendications corporatistes dès le départ ne sont qu'un prétexte. Voilà pourquoi elles ont évolué en nombre. Voilà pourquoi, en dépit des réponses que le gouvernement a essayé d'apporter, souvent à son corps défendant, parce qu'il n'était pas nécessairement d'accord avec les pressions qui étaient exercées, ça a continué, parce qu'en réalité, ce n'est qu'un prétexte. La preuve, une fois donc que des réponses sont apportées au niveau micro-politique, c'est-à-dire au niveau sectoriel, on dit non, ce qui nous intéresse, c'est de discuter sur la forme de l'État. Or, le gouvernement et le chef central du système, le président de la République, disent pas de négociation sur la forme de l'État. Et toute la logique, c'est de conduire à une négociation sur la forme de l'État. Il y en a même qui ont la naïveté dans ces mouvements de penser qu'ils peuvent négocier une séparation du Cameroun. C'est-à-dire faire sécession avec la bénédiction des représentants de la République du Cameroun, ce qui n'est évidemment pas possible. Par définition, la sécession est une déclaration de guerre, même lorsqu'elle est simplement faite de manière verbale. Parce que vous mettez en question l'unité souveraine d'un État. On a vu d'autres cas, je finis là-dessus, le Royaume d'Espagne. Le Royaume d'Espagne, la Catalogne. Dans le cas du Royaume d'Espagne, vous avez vu la réaction aussi bien de l'autorité gouvernante, c'est-à-dire le Premier ministre Rajoy, que du roi, la réaction qui a été faite, parce que faire sécession, c'est déclarer la guerre à la souveraineté d'un État et à l'emprise qu'il exerce sur une partie de son territoire qu'on revendique comme la base d'un autre État. Alors Jackson dit qu'alors que l'armée compte ses morts, elle le fait déjà dans la région de l'extrême nord, maintenant elle est appelée à le faire malheureusement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On s'interroge quand même sur le silence, j'ai envie de dire, assourdissant des ONG, des autres think tanks qu'on a entendu ces dernières semaines, qui disaient que l'armée en faisait un peu trop. Oui, et là-dessus, je vais quand même, je ne serai pas totalement d'accord avec le professeur Mathias Eric Onangini, parce que je pense que si
ces gens installent les conditions d'une internationalisation de ce conflit, il va de soi que le Cameroun n'est pas l'Espagne. Il faut savoir qu'en Espagne, quand même, il y a l'accompagnement, que ce soit l'Union européenne et tout ça, c'est un accompagnement quand même qui tend à conforter l'unité de l'Espagne. Mais on n'a pas forcément le même réflexe vis-à-vis du Cameroun. Donc aujourd'hui, je pense que, et là on peut le voir très clairement, c'est-à-dire on a aujourd'hui des ONG, on a un système international qui est relativement instrumentalisé, c'est-à-dire tel qu'on perçoit le phénomène se développer, on sent quand même qu'il y a une instrumentalisation de ce phénomène. C'est-à-dire vous avez, que ce soit à l'ONU, que ce soit dans un certain nombre d'instances, vous sentez qu'il y a quand même une oreille, c'est des gens qui considèrent qu'on peut discuter de cette question. Et quand il y a ces bases-là, moi je pense qu'on doit quand même faire relativement attention ici à bien gérer, à gérer ce problème différemment des autres contextes. C'est pourquoi moi je pense que aujourd'hui il faut trouver des moyens, parce que je sais que ces gens qui en viennent aux armes sont extrêmement minoritaires. Les Camerounais au plus profond d'eux-mêmes veulent que le Cameroun reste un, indivisible, uni, et il faut discuter avec ces gens-là pour qu'on rétablisse. Avec quels gens? Il faut discuter avec. Aujourd'hui, vous savez, on a vu dans la plupart des phénomènes, vous avez comme... il faut discuter avec les sécessionnistes? Non. Il y a différents courants. Si vous avez vu dans le cas de la Casamance, vous aviez un seul chef là-bas, à l'époque, qui était Diamacoune Senghor, mais il y avait la branche armée, la branche ici, tout ça. C'est des courants qui existent. On sait bien, on voit aujourd'hui ce qui se passe avec Maître Akbor Bala, qui est désavoué déjà par une partie des... Ça veut dire qu'il y a... consortium. Voilà, il y a des courants en interne. Il faut que, et je pense que le courant extrêmement majoritaire est celui qui veut que le Cameroun reste un et indivisible. Il faut discuter avec ces gens. Il faut apporter des solutions aux problèmes qu'ils posent. Alors Christophe Mienzok, le gouvernement pourrait rétorquer que c'est ce qu'il a fait à travers le Premier ministre Philémon Yan, mais également à travers l'ancien Premier ministre, donc, et qui sont revenus peut-être pas avec les décisions ou alors l'adhésion de tous les fils du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui, moi je crois que le gouvernement a délibérément choisi la carte de l'apaisement. Et les mesures, les démarches, les initiatives qui sont prises vont dans ce sens. Mais on ne peut pas traiter la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest comme on le fait, par exemple, à l'extrême nord, pour Boko Haram. Boko Haram, ça doit être une menace asymétrique. On sait quand même que les assaillants venaient d'un territoire, disons, étranger. Et même si, aujourd'hui, et je suis d'accord avec la définition de Mathias Edik Oronangini, à savoir que quand vous déclarez la sécession, vous déclarez la guerre. Mais il n'en reste pas moins que jusqu'au moment où nous parlons, nous avons encore affaire à des Camerounais. Et par conséquent, la gestion de ces compatriotes-là est beaucoup plus délicate. Elle est beaucoup plus délicate. Même s'ils se déclarent d'une autre nationalité, que je ne voudrais pas citer. Mais pour l'instant, ils restent Camerounais. Mais nous devons prendre en compte leur volonté de se détacher. On doit prendre en compte et prendre en compte également tous les actes qui sont en train de poser et qui vont à l'encontre de la volonté de vivre ensemble. Le gouvernement a fait ce qu'il a fait. Toutes les mesures de décrispation, moi j'ai appelé ça des concessions, les uns appellent ça des mesures d'apaisement. C'est une très bonne chose. Mais on se rend compte que pour dialoguer, il faut être au moins deux. Tout à fait. Au moins deux. Mais vous n'allez pas non plus instaurer un dialogue de sourds. C'est-à-dire que tout ce que le gouvernement a entrepris jusqu'à présent, c'est comme si c'était des coups d'épée dans l'eau. Ça ne donne absolument rien. Vous avez parlé, Jackson a parlé tout à l'heure de, ou c'est vous dans votre question, des ONG, des think tanks et tout ça. Il est évident que
chacun essaie de se positionner là pour jouer un rôle plus ou moins trouble au Cameroun en ce moment. Et il faudrait y ajouter maintenant, la classe politique camerounaise qui pense que avec cet événement, cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, le grand soir est arrivé. Le grand soir est arrivé pour faire tomber le régime de Paul Biya. Voilà les données du problème. Vous avez les influences extérieures, mais vous avez également à l'intérieur des personnages et des personnalités qui pensent que on peut profiter de cette situation-là, d'autant plus qu'une élection présidentielle se profile à l'horizon. Alors, Xavier Messé, le quotidien Le Jour annonçait cette semaine qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre ces sécessionnistes qui, pour certains, résident hors du pays. Comment réagissez-vous? J'ai réagi tout de suite en lisant cette information, en l'écoutant aussi dans des ondes de radio, en discutant avec mes amis. Je me suis dit, c'est à la mode. Vous savez, l'Espagne l'a fait. Et j'écoutais avec beaucoup de plaisir Jackson. L'Espagne l'a fait. Le Cameroun se retrouve dans une situation analogue à celle de l'Espagne. Pourquoi on ne devrait pas le faire? Mais je pense que les contextes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, au fur et à mesure que les choses avancent, au fur et à mesure que les gens sont ensemble, on se retrouve à se poser des questions de savoir, faudrait-il évoluer dans un contexte des nations ou dans un contexte des peuples, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et quand j'ai écouté Jackson qui dit le Cameroun, c'est un refrain, c'est un mot que j'ai horreur d'entendre, parce qu'on a l'impression que ce qui se passe au Cameroun ne devrait se passer nulle part. Or, dans un contexte mondial, il faut toujours profiter de l'expérience des autres pour pouvoir arranger ce qui ne va pas chez soi. Et raison pour laquelle aujourd'hui le Cameroun a lancé des mandats. Parce que l'Espagne l'a fait. Mais il faut aussi dire que ce que nous connaissons aujourd'hui, qui peut être un monde des peuples et un monde des nations, on l'a connu en Inde avec le Bangladesh, on l'a connu en Inde avec le Pakistan, on l'a connu en Corse, en France, on l'a connu en Bretagne, en France. Des solutions ont été trouvées. Il faut toujours... Madame, Monsieur, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est la plateforme d'échange des hommes et femmes des médias qui compte. Pour vous, il décrypte les faits majeurs de la semaine avec en prime l'éclairage d'un expert de haut vol. Au menu de ce 448e numéro, quand la crise dite anglophone vire clairement en revendications séparatistes accompagnées d'actes terroristes, 4 gendarmes passent l'arme à gauche. Ces éléments de force de défense et de sécurité ont été assassinés en l'espace de quelques jours cette semaine dans le nord-ouest et le sud-ouest par la branche radicale des sécessionnistes, si l'on en croit le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari, qui s'est exprimé sur le sujet vendredi dernier ici à Yaoundé. Une épreuve de plus, une preuve par 9 que l'évolution du Cameroun sous la conduite de Paul Biya a été tout sauf un long fleuve tranquille ces 35 dernières années. Tensions sociales générées par des années de crise économique, atteinte à l'intégrité territoriale et aux institutions de la République, des menaces exogènes et endogènes auxquelles l'homme du 6 novembre a fait face avec détermination pour consolider la paix, l'unité et l'intégration nationale. Ce soir, Scène de Presse revisite les grandes épreuves du renouveau et scrute l'avenir. Également au menu de votre édition ce soir, vos rubriques habituelles. Martine Noël tire les premières leçons de la célébration de l'an 35 du renouveau et puis en focus, le ministre de la Communication. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir. Christelle Avom est notre guide. Et si nous égrénions le chapelet de 35 ans d'épreuve du président Paul Biya avec ce membre du comité central du RDPC?
Christophe Mienzok est le directeur du Palais des Congrès. Journaliste diplômé de l'ESTI, il a baladé sa plume à Cameroun Tribune et au journal L'Action où il a été directeur des rédactions. En 1982, c'est dans sa chambre de lycéen en Balmayo qu'il apprend la nouvelle du changement de régime. Le directeur des rédactions au groupe L'Anecdote est diplômé du Centre de formation de journalisme de Paris. En 1982, Xavier Messé quitte RFI et retourne au Cameroun où il est gérant des éditions Gap. La nouvelle, il la reçoit le soir du 6 novembre 1982 alors qu'il joue au damier à l'Auberge de la Liberté à Bali avec ses amis Proter Ayoma, Romuald Befoumé, Grégoire Ouona et Jane Sonobiono. Le professeur Eric Mathias Ouonangini n'est qu'un jeune collégien en classe de 4e au collège bilingue de Yaoundé en 1982. Mais déjà le mouvement politique le passionne. Ce politiste polyvalent, qui s'illustre par ses prises de position critiques envers le régime en place, est le coordinateur scientifique de la fondation Paul Ango Ela de géopolitique en Afrique centrale. Il est aussi le secrétaire permanent du Centre d'études et de recherche en droit politique et économie du sport à l'Université de Yaoundé 2. Jackson Samuel Ndjike est journaliste diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille. Ancien reporter pour la CRTV, RFI et TV5, Jackson Ndjike est aussi consultant à l'Organisation internationale de la francophonie. Il a travaillé à l'émergence du secteur de l'audiovisuel en Afrique et en Asie. Ancien directeur de CanalSat en Afrique, l'auteur de Civilisation progressive de la francophonie avait 8 ans en 1982. Merci Christelle. Nos invités sont tous là et place nette à la première une de cette édition de Scène de presse. Jackson Ndjike, bonsoir. Bonsoir. Alors, 1, 2, 3, 4 gendarmes tués dans les régions anglophones en l'espace de quelques jours cette semaine, 3 dans la région du nord-ouest et 1 dans la région du sud-ouest. Pour vous, c'est inacceptable et ça appelle une mobilisation de tous les Camerounais. Oui, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on en arrive à tuer des forces de défense et de sécurité, c'est qu'on rentre quasiment dans un état de guerre. Et c'est quelque chose qu'aucun Camerounais ne peut accepter. Donc il est important, autant que les Camerounais l'ont fait lors de la menace Boko Haram, que toutes les forces vives du pays s'élèvent contre ce qui se passe. Parce que c'est une dérive nouvelle, c'est une étape nouvelle qui est franchie. Là, on ne va pas demander uniquement aux autorités de réagir. Je pense qu'il faut un niveau de réaction qui soit au moins égal à celui qu'on a eu face à Boko Haram. C'est une mobilisation vraiment des populations, des acteurs de la société pour dire stop à ce phénomène. S'il y a des revendications politiques, qu'elles restent des revendications civiles. Et quand on en arrive à tuer des forces de défense et de sécurité. Avec des armes lourdes. Avec des armes de guerre. C'est très grave. Christophe Mienzok, bonsoir. Bonsoir. Alors vous croyez que les mesures prises par le gouvernement pour répondre aux revendications qui avaient été émises, des revendications corporatistes, que ces revendications ont ces mesures ont quelque peu désarmé les partisans de la sécession qui aujourd'hui n'ont pas d'autre choix entre guillemets que de recourir aux armes? Oui, disons qu'on pouvait avoir la faiblesse et la naïveté de croire que toutes les concessions faites par les pouvoirs publics auraient pu apporter un apaisement, auraient pu conduire à beaucoup plus de tranquillité, de sagesse. Mais on se rend compte que après les événements du 1er octobre, du 22 septembre, du 1er octobre, on est en train d'aller vers une escalade. Je crois que c'est un peu l'énergie du désespoir qui anime certains groupuscules, parce qu'il ne faut pas non plus généraliser. On sent très bien que tous ceux qui se présentent comme étant les tenants de la thèse sécessionniste
sont traversés par des courants, différents courants centrifuges. Peut-être qu'il y a des modérés, des radicaux, et les radicaux sont donc en train de poser les actes que nous voyons. Et ces actes-là sont inadmissibles. Il n'y a pas d'autre mot qu'on peut utiliser pour condamner avec la dernière énergie ce qui se passe. Parce que lorsque on s'attaque à l'autorité, lorsqu'on s'attaque à ceux qui sont justement là pour défendre les populations, je crois que les pouvoirs publics doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que force revienne à la loi et à l'état de droit. Parce que ce qui se passe là en ce moment, en fait, montre clairement que les partisans ou les auteurs de ces actes-là n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus d'arguments. On les avait vus venir, puisque lorsque vous utilisez la terreur